On va commencer. Merci d'être venu à cette séance sur l'agroécologie, première de l'année. L'agroécologie, c'est bien évidemment une approche académique, mais c'est surtout d'abord et avant toute chose ceux qui font. Donc c'est vraiment une démarche bottom-up des acteurs. Et c'est dans ce cadre-là que nous accueillons Nicolas Braic et des personnes qui sont venues, qui travaillent avec lui dans cette initiative, dans cette entreprise Bruxor qu'ils ont créée, pour nous parler de leur travail. Donc, Nicolas, la parole. Bien, bonjour à tous, merci d'être là. Alors, moi, je vais essayer de vous faire une présentation succincte. Quand vous en avez marre, il faut lever la main, parce que j'ai tendance à beaucoup parler, et je vais essayer un petit peu de vous expliquer ce que j'ai pu faire, ce qui m'a amené à trouver ce cheminement de réflexion. Et puis après, l'idée, c'est de vraiment échanger. Donc on partira sur une deuxième phase qu'on introduira après. Et donc j'ai cette chance d'être accompagné et de pouvoir répondre au maximum de questions, j'espère. Donc une petite historique sur le bonhomme, parce que c'est toujours un petit peu important de savoir à qui on a affaire. Alors moi, je suis issu d'un cursus non agricole. J'ai été, à la fac de sciences à Montpellier. Après un bac S, j'étais en maths informatique appliquée aux sciences. Et j'ai eu ce qu'on appelle un électrochoc, c'est que je faisais partie de cette génération de jeunes, exaltés par l'informatique, qui avaient un petit peu tendance des fois à oublier son corps. Et je m'étais trouvé dans un sacré embonpoint. Et lorsque j'étais en stage dans une société montpelliéraine, il se trouvait que mon maître de stage était vraiment obèse, et j'ai eu en fait un électrochoc parce que derrière lui, il avait un poster des forces spéciales françaises, de la marine. Et donc j'ai décidé en fait de couper tout et de partir dans les fusiliers marins commando. Alors pourquoi ce choc? C'est justement pour aller au bout des limites mentales et physiques, pour essayer d'explorer d'autres voies, de connaître plus son corps pour pouvoir vraiment être bien dans son esprit. Et j'ai trouvé des réponses. J'ai réussi en fait à aller au bout de cette idée. Et j'ai eu un accident de plongée qui m'a obligé à quitter ce corps, et je suis retourné dans le cursus agricole à Saint-Afrique. Parce qu'en fait, je suis originaire d'Uzès et j'avais, une bonne expérience équestre. Et donc je suis rentré en cursus équin. Alors étonnant, mais bon. Tourisme équestre, qui m'a permis un petit peu de re-rentrer dans le cursus agricole et de penser à faire une ferme équestre avec du tourisme équestre. Et ça dure à peu près 2 ans, ce cursus, donc c'est une formation pour adultes en reconversion. Et en fin de formation, il s'est posé un problème, c'est pour créer une ferme, il faut en vivre. Et je me suis aperçu que le milieu équin, c'était très très compliqué d'en vivre. Et donc là, ayant eu un grand-père éleveur de cochons en plein air et un autre grand-père boucher-charcutier, j'étais un amoureux du bon cochon. Et j'ai décidé de me lancer en cochon plein air bio, en extensif, sur le Larzac. Et cette aventure a été une des plus dures de ma vie, même si je suis encore assez jeune, mais ça a été vraiment quelque chose. Sur le Larzac, lorsque je me suis installé, on pouvait encore avoir des températures très compliquées, du vent. Et j'ai mis en place un élevage assez étonnant, c'est que j'arrive à attribuer plus d'1 hectare par cochon. Donc j'ai, un élevage qui est extensif et qui essaye de remettre le cochon dans son biotope. Et lorsque j'ai commencé, j'étais en plupart des constats que j'ai pu faire, c'est que j'ai acheté une grande partie des céréales bio, certes, mais une grande partie de l'alimentation. Et il s'est passé en 2008 commencé à avoir une explosion du prix des céréales bio. Et j'ai plus pu suivre avec mon schéma classique. Et j'ai été obligé donc de démarcher pour mieux valoriser mon cochon et puis de me remettre en question sur mes systèmes d'alimentation. Alors moi, j'ai démarché la plupart des grands restaurants. Je suis connu pour fournir des belles maisons en France, et j'ai été reconnu par le Collège culinaire de France, qui est en fait un organisme des grands chefs qui ont en fait structuré un petit peu leur production, leurs producteurs et les restaurants.
Et dans ce cheminement-là, j'étais dans une démarche d'excellence. C'est-à-dire que moi, on ne me demandait pas de faire du volume de la protéine, on me demandait de faire de l'excellence. Donc dans la démarche d'excellence, je me suis aperçu qu'il y avait un lien entre l'espace et la qualité de la viande. Donc plus je donnais d'espace et plus la viande était qualitative. Ça ne veut pas dire qu'elle est facile à travailler. La cuisson de ce type de cochon est très complexe, mais au niveau saveur gustative et on va dire résultat, on avait on va dire une explosion en bouche. Et la plupart des grands chefs qui me suivent dans cette aventure, pour eux, je suis la référence mondiale de ce qui se fait de mieux. Alors, il faut rester sur Terre, mais c'est quand même la plupart des 3 étoiles français, des 19 3 étoiles sur les 26 m'ont élu à l'unanimité meilleur producteur en cochon. Donc c'est quand même, ça a une valeur. Et donc dans ce schéma-là, moi j'ai voulu vraiment me poser la question de est-ce que mon schéma était reproductible ? Je pense que ça, c'est beaucoup d'agriculteurs malheureusement ne se posent pas cette question. Est-ce que après moi, tout ce que je fais peut se transmettre aux générations futures ? Et là, je me suis aperçu que non, parce que la plupart de mes entrants étaient dans un système, même en bio, on a une dégradation des sols, on le sait pertinemment. Donc il y avait un problème de gestion d'humus. Alors là, on va dire ce qui a été une force dans ce projet, c'est que je suis sur le Larzac méridional, donc autour du cirque de Navacelles, Saint-Maurice-Navacelles, le Coulé, pour ceux qui situent. On a un taux d'embroussaillement qui est colossal, Buxus serpinvirens, qui est en fait qui dépasse par endroits les 90% d'embroussaillement. Et il s'est passé en fait une volonté d'ouvrir les milieux pour augmenter la qualité nutritionnelle de mes animaux. Et je me suis aperçu qu'à la main, avec un équipement classique et un petit broyeur, je me suis aperçu dans toute ma vie, à 10 heures par jour, j'aurais fait autour de 10 hectares. Donc là, une question s'est posée. On est sur un végétal extrêmement complexe à débroussailler, très dur, très lourd, qui est une densité, on va dire, impressionnante. Dans une journée, j'arrivais à couper et à récolter autour de 1,5-2 mètres cubes de broyat seul. Donc ça, il faut comprendre que 1,5-2 mètres cubes, c'est 3 ou 4 cabanes de cochons en paillage, donc en litière. C'était un travail colossal, 10 heures de travail, qui neige, qui plante, qui pleuve, voilà, donc c'était pas envisageable. Et j'ai eu cette chance d'avoir une partie, on va dire, j'appelle ça d'irréductibles, donc des personnes qui sont sur un cheminement différent, et notamment un voisin, Michel-Georges Burézy, qui est un ancien, on va dire, un universitaire qui a beaucoup enseigné en Syrie, en français, en lettres françaises, et qui m'a posé le matin de la naissance de ma deuxième petite fille, les méthodes Jeanpin sur la table. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, les méthodes Jeanpin, c'est vraiment... moi, je ferai un raccourci qui est certainement trop rapide, mais pour moi, c'est la captation de l'énergie solaire contenue dans les végétaux. C'est comme ça que je le ressens, c'est comme ça que je comprends cette méthode. Et j'ai commencé... J'étais vraiment pas un lecteur assidu, et là j'ai dévoré ces méthodes, et là je me suis dit, mais c'est bien sûr, tout est là. En fait, la captation de la broussaille permettrait non seulement de me rendre autonome en surface fourragère, en qualité des sols, et puis aussi, avec ce qu'on va vous présenter, en autonomie énergétique et en ce qu'on appelle la protéine de bois. Donc là, on a donc ce schéma, une historique particulière avec un produit d'exception, qui est le cochonnet du Larzac, reconnu par le Collège culinaire de France, le soleil, et donc la nouvelle petite idée qui commence à germer, Buxor. Pourquoi Buxor ? Buxus aurum, l'or du buis. Parce qu'en fait, on parle tout le temps d'argent dans nos vies, hein, on est tous tributaires de ce flux, et on oublie une chose, c'est que le papier ne se mange pas. Dans l'ensemble de l'historique de l'humanité, on sait qu'il y a des valeurs qui restent, qui sont celles de la transmission générationnelle, l'alimentation, l'art de bien vivre, et on va dire en termes d'échange, l'or qui reste une valeur qui va devenir de plus en plus importante dans nos vies, qui est en fait un référentiel qui parle à tout le monde, sur toute la planète.
et de mettre, on va dire, cette corrélation entre, disant, voilà, ce rapport entre la qualité de la broussaille et cette qualité, on va dire, très précieuse pour l'humanité, l'or, ça me paraissait être le plus judicieux. Donc Buxus aurum, Buxor, l'or du buis. Les méthodes Jampin, on va développer tout à l'heure, on va essayer d'éclaircir. Donc la broussaille, on a une quantité de broussaille importante. On a créé une chaîne de récolte qu'on va vous présenter aussi, qui elle, en fait, est issue d'un raisonnement manuel. J'insiste là-dessus, parce que ça peut être impressionnant en termes de taille, en termes de, d'échelle, mais elle n'est issue que d'un travail manuel. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis aperçu qu'à la main, avec mes petits bras musclés, j'aurais du mal à récolter assez de broussailles. Donc j'ai essayé de concevoir une main géante. Et on a la chance en France d'avoir très belle technologie et des passionnés. Et il faut surtout qu'on en reste fier, parce que je suis pas pour. Il faut se servir de tout ce qui existe sur cette planète, mais il ne faut pas oublier aussi qu'on a de très très belles idées et qu'en France, on a aussi les capacités d'aller au bout de ces idées. Donc on va essayer de vous présenter quelque chose qui est essentiellement français, avec un développement français, un copartenariat, et qui en fait a engendré on va dire une chaîne qui nous semble, pour l'instant, on ne se présente pas comme parfait, mais qui nous semble assez cohérente. Donc sur les méthodes Jampin, alors là, je vais dire beaucoup de bêtises, j'espère que Étienne, qui est présent là avec sa fille Laura, donc Étienne Bonvalet, qui est le neveu de Jampin, me corrigera ou lors des questions rectifiera. Donc moi, comme je vous disais, pour moi, les méthodes Jampin, c'est on va dire, c'est justement ça, c'est la captation de l'énergie solaire contenue dans les végétaux. C'est le meilleur système. Alors, je ne sais pas s'il faudrait que je fasse ce cloisonnement, mais je vais le faire quand même. Pour moi, c'est le meilleur système pour les professionnels pour créer du sol vivant. C'est-à-dire que le BRF et le Jampin ne sont pas du tout ennemis, ce sont deux courants tout à fait amis. Mais la méthode Jampin, pour moi, c'est une méthode qui permet d'avoir quelque chose un petit peu clé en main. Vous voyez un petit peu cette notion, lorsque vous sortez d'un magasin actuellement, vous achetez de l'électronique, vous achetez un mixeur, il faut qu'il marche. Actuellement, ce que je ressens et ce que j'ai beaucoup supporté, même si c'est assez récent, cette aventure dans le bois raméal, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y avait beaucoup de déception auprès du BRF. Beaucoup de personnes sont persuadées qu'à terme, c'est une méthode qui fonctionne, mais les années de latence ou de blocage temporel, on va dire de stress nutritionnel temporaire sur les sols, ont amené cette méthode un petit peu à être un petit peu, on va dire, incomprise ou boycottée. La méthode Jampin, en fait, c'est un système qui permet d'apporter un substrat qui est lui-même, on va dire, déjà disponible et qui va permettre justement à ces sols de pouvoir tout de suite réagir et de pouvoir assimiler cette lignine et ce broyat. Donc Jampin, qui est en fait, petite histoire, il est mort en 81, je suis né en 81, alors j'espère être au niveau, mais moi j'ai senti, dans le peu de vidéos et dans ce que j'entends d'Étienne et tout, j'ai senti quelque chose qui nous rapprochait. C'est un fonceur, c'était quelqu'un qui avait une force physique et on va dire qui était capable de déplacer des montagnes. Beaucoup de personnes disent que j'ai ces capacités-là aussi. Et un petit peu, comme disait Pascal, on va dire c'est un faiseur. Et moi, ce que j'apprécie et ce qui pour moi a beaucoup de valeur, je respecte tous vos corps, mais ce qui me parle actuellement, c'est d'aller parler avec les personnes qui font. Parce qu'on s'aperçoit qu'entre la théorie et la pratique, il y a un fossé des fois. Des fois, il y a un précipice. Et beaucoup de personnes qui ont eu la chance de visiter, on essaye d'organiser des visites, de présenter l'ensemble des méthodes, de ce qu'on a mis en point. Beaucoup de personnes sont souvent un petit peu réticentes par la taille, par l'ensemble de la boucle. Et puis, plus ils vont dans la visite, plus ils comprennent la cohérence. Si je vous amène la machine dans cet amphithéâtre, elle prend une grande partie de cet amphithéâtre et vous allez trouver ça colossal. Quand vous la remettez sur le Larzac et que vous dézoomez un petit peu, c'est un insecte. C'est une toute petite entité qui récolte de la broussaille. Tout est une question d'échelle. J'ai eu cette chance d'avoir dans ma famille une personne qui a disparu et qui était très chère à mes yeux, André Braïc, donc mon arrière-grand-oncle, qui lui-même me faisait cette remarque, il me disait « Nicolas, quand c'est très dur, quand tout te paraît impossible, dézoome, prends du recul, mets-toi dans la stratosphère, même plus loin, regarde tes actions
et tu verras que tout s'arrange. Et je garde cette idée-là, c'est qu'en fait, lorsqu'on arrive à dézoomer, qu'on arrive un petit peu à prendre du recul, on s'aperçoit finalement que l'échelle et le rapport qu'on a avec cette planète sont toujours, on va dire, il faut trouver la bonne échelle, mais nous, pour l'instant, elle nous paraît cohérente. Donc sur le principe de base sur cette méthode Jampin, on est sur une récolte d'un broyat. Attention, ne pas rester focalisé sur le buis. D'accord ? Actuellement, sur le Larzac, 90% de la ressource est du buis. Donc Buxor s'occupe de débroussailler du buis, mais les méthodes Jampin marchent avec tous les végétaux. J'insiste sur ce point parce que l'amalgame est compliqué. Buxor et Jampin, Buxor est spécialisé dans la précompostage du buis, mais l'ensemble de la méthode Jampin marche avec toute la broussaille. D'accord ? Alors nous, on a un petit peu on va dire un cheval de bataille, c'est de laisser absolument tous les arbres. Alors je ne vous dis pas que c'est possible dans toutes les configurations, mais globalement, même si on vient sectionner un arbre, c'est vraiment dans des configurations très complexes. Plus vous laissez l'arbre, plus vous allez avoir une forêt productive. Donc on a une vocation à débroussailler, c'est-à-dire on enlève la couche inférieure, et à laisser tout le système racinaire. C'est-à-dire qu'on coupe au ras du sol. C'est ce qu'on va essayer de vous montrer. Donc la collecte de cette broussaille, et ça, Étienne pourra vous parler au niveau historique, c'est quelque chose qui a été plutôt limitateur dans l'expansion de la méthode Jampin. C'est-à-dire qu'actuellement, si on va tous ensemble sur un chantier, que je vous donne tous une serpette ou une tronçonneuse, bon déjà il y aura certainement les pompiers qui vont arriver parce que c'est très particulier. Lorsque vous coupez un buis, vous pouvez prendre des retours. C'est-à-dire que le buis ne se laisse pas couper comme ça. La fibre est tellement dense que lorsque vous rentrez un engin coupant dedans, ça rebondit. Et donc vous pouvez vous trancher les tibias. Enfin, il y a plein d'accidents qui arrivent. Deuxièmement, il y a énormément de pierres. Donc tout ce qui est engin à disque, c'est très compliqué, vous prenez des projections. Moi j'ai eu des bouts de pierre plantés dans les mollets, et je devais mettre des genouillères, des coudières, on aurait dit Robocop quand je débroussaillais à la main. C'était vraiment extrêmement physique, très, très pénible et très dangereux. Et donc si on se mettait tous dans une parcelle, dans une matinée, avec toute la bonne volonté, on ferait certainement à peu près ce que la machine est capable de faire en un jour. Donc c'est beaucoup d'énergie humaine, beaucoup de risques, et finalement on ne tiendrait pas. C'est-à-dire que si je vous demandais de faire cette matinée, vous ne pourrez pas la refaire le lendemain. Parce que c'est extrêmement pénible, physique, et même des personnes qui sont professionnelles là-dedans, et j'ai pu travailler avec eux, m'ont dit mais c'est la folie. Du buis aussi dans des cailloux toute la journée, moi je n'accepterai pas des chantiers de ce type. J'ai une petite anecdote qui est toute récente sur le belvédère de Blandas. On a été mandaté par le conseiller général du Gard pour débroussailler. Et ils ont fait intervenir une société qui a fait une semaine de travail à 4 personnes, entre 3 et 4 personnes, et ils ont déserté le chantier. C'est-à-dire qu'ils ont dit stop. Les gars ne voulaient plus se lever. Donc il faut bien se rendre compte. Et encore, le taux d'embroussaillement là-bas est ridicule. Vous n'avez pas des buis qui font plus de 100 kilos. Moi j'ai bougé un buis qui fait voilà, à peu près 15 à 20 cm sur 4-5 mètres de long. Il dépasse les 80 kilos. Donc il faut se rendre compte de mettre ça dans un broyeur, c'est quelque chose. Et là, ils étaient sur des toutes petites sections et ils ont déjà abandonné alors que c'est des professionnels du débroussaillage. Donc il faut bien se rendre compte que c'est pas la machine ou l'humain, c'est que de toute façon l'humain ne le fera pas. Hein, ça c'est important, je pense, à recentrer. Donc au niveau des méthodes Jampin, je laisserai la plupart des questions à Étienne, voilà, si vous en avez. Moi, ce que je peux vous dire, et ce que j'ai compris de cette méthode, c'est qu'elle en fait, elle est clé en main pour un agriculteur. C'est-à-dire que lorsque vous avez la chaîne de récolte, vous n'avez que des externalités positives. C'est-à-dire de A à Z, tout s'utilise. Et à terme, vous avez un substrat qui permet de créer du sol sur des cailloux. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de systèmes qui sont aussi aboutis. La chaîne de récolte, donc ça c'est une mécalac. Alors peut-être il y en a qui ont vu ça sur les trams. Vous avez peut-être vu ces engins un peu bizarres qui ressemblent à des insectes. C'est un engin français. Là il est dans une configuration un peu particulière, c'est qu'en fait je vous l'ai mis de dos dans les cailloux parce que il a en fait au niveau hydraulique et modification, c'est déjà un porteur qui est un des plus gros. Ils ne le font plus parce qu'il n'a pas trouvé sa place ni dans les carrières ni dans
ni dans le périurbain. Mais nous, il nous intéresse parce qu'en fait, il est très stable. Finalement, par rapport à son poids, il est très puissant. Et lorsque vous lui appliquez des pneus, ce qu'on appelle des pneus Bigfoot, ça vaut une fortune. Hein. C'est des pneus qui sont là pour ne pas écraser les sols. Parce qu'on est sur des prairies de rochers, on est sur des... En fait, vous avez sur le Larzac, Natura 2000, patrimoine mondial UNESCO, conservatoire d'espaces naturels. Vous êtes parmi les zones les plus protégées en France. Et c'est vrai qu'on ne pouvait pas se permettre de lancer des machines qui allaient tout écraser et tout casser. On voulait vraiment faire de la cueillette. Il faut raisonner un petit peu ce projet Luxor comme de la cueillette de broussailles. Et donc là, vous avez vraiment ça, on navigue là-dedans tout le temps. Ça, pour nous, bon, on a des zones plus plates, mais ça, c'est assez fréquent. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce type d'engin, c'est qu'on a réellement le comportement d'un insecte. Donc vous avez une articulation centrale, et à l'arrière, c'est oscillant. Et en fait, elle se déplace, elle épouse vous voyez, comme une chenille, elle épouse un peu le sol. Et puis vous avez une tourelle à 360 et un bras qui se casse dans tous les sens et qui permet d'avoir un mouvement humain. Donc ça, c'est la qualité du chauffeur qui vous fera la qualité de la précision de la coupe et du paysage. Mais du coup, en ayant cette base, on peut faire ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on pourrait sélectionner dans cet espace-là, on peut sélectionner une seule essence. Et ça, c'est important à dire. C'est-à-dire qu'on est capable de récolter une essence et pas l'autre. On n'est pas sur du débroussaillage mécanisé, rectiligne, moi j'appelle ça un petit peu à la char d'assaut. On fait des grandes lignes, on défonce tout. On est plutôt sur une cueillette. Donc en gros, vous avez des engins cueillette. Alors ça, au niveau consommation, c'est autour de 10 à 12 litres par heure quand c'est en utilisation intensive. Nous, on descend autour de 8 litres parce qu'on ne met pas les gaz au maximum tout le temps. Et puis on a un deuxième paramètre qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, tout est hydraulique. Alors pourquoi l'hydraulique? Pour la fluidité et en fait pour avoir on va dire une cinétique, une chaîne cinématique qui ressemble à un mouvement humain. Hein. Plus on est sur ce type de système, plus vous avez un chauffeur précis et plus vous avez quelque chose. Alors ça, c'est un petit exemple de ce qu'on a. On a fait volontairement une photo sur une zone pas trop embroussaillée. Hein, je pense que Gilles peut confirmer. Ça, c'est une zone, on va dire, courante sur le plateau du Larzac. Si vous regardez bien, vous avez des érables qui sont envahis par des buis et on en est arrivé à un tel stade qu'on a vu, moi depuis que je suis installé, j'ai vu des arbres dépérir. C'est-à-dire que là, on a une telle masse de broussailles la partie inférieure que les arbres en fait sont complètement étouffés. Et donc dans ce schéma-là, vous mettez un cochon, une brebis, ce que vous voulez, ben ça va pas très loin. Parce que moi j'ai des cochons, ils passaient même pas entre ces buis-là. Les sangliers aussi ils cassent des buis, mais ils ont des drailles dans les buis, et ils ne vont pas partout. C'est impénétrable. Quand vous avez deux buis de 5 à 10 cm de section qui sont rapprochés à 15 cm, je vous mets au défi de les plier, vous n'y arriverez pas. Donc il y a une vous allez m'aider. On ne peut pas pénétrer dans le milieu. Voilà, on va changer. Donc ça c'est petite vidéo de démonstration. Alors je crois qu'il faut que je prenne la souris parce que sinon je ne vais pas arriver à mettre lecture. Où est-ce qu'elle est? Là. Où je suis? Là. Tac, tac. Donc là, bug. Tac. Pourquoi il ne veut pas? Reste là, mon ami. Clic. Donc là, vous êtes sur une démonstration qu'on a faite à Blandas il y a une semaine. Donc j'ai volontairement pris une vidéo récente pour vous montrer un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'il y a à regarder sur ça? Déjà, on est sur un rayon d'action qui est supérieur à 10 mètres. C'est-à-dire que là où vous avez l'engin, le bras est capable de rayonner à 20 mètres de diamètre. Donc ça, c'est important parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, le porteur, là, on peut dire qu'il y a un tassement du sol à cet endroit-là, mais tout le reste, on n'y touche pas. Donc il y a quand même une économie. Vous êtes sur un sécateur à 360. Donc ça, c'est que du matériel qu'on a développé. Donc Luxor, équipe Jampin. Et en fait, on est sur on va dire un concept qui est assez unique, qui est en fait des mandibules, donc des ciseaux qui sont en partie inférieure, des pinces preneuses et puis un outil de débroussaillage sur le dessus. Alors là, on va couper au ras du sol dans les cailloux. Vous avez ici plus de 20 tonnes de poussée, donc vous êtes capable de couper des cailloux
L'idée, c'est vraiment de couper au ras du sol pour que le pastoralisme soit efficient. Et puis après, si nécessaire, de pouvoir justement avoir un effet, moi j'appelle ça l'effet monsieur propre avec les pareuses, mais attention sur de la broussaille déjà sectionnée. C'est-à-dire qu'on va surtout pas broyer des buis entiers. C'est-à-dire que là, on est sur on récolte la matière, on va en créer plusieurs aspects qu'on va vous expliquer, mais on est aussi sur un respect des équilibres du sol. C'est-à-dire qu'on on va pas apporter un matériau non digestible en le broyant en surface. On sait pertinemment que sur les travaux de gyrobroyage ou d'éparage, on a derrière énormément de ronces qui poussent, un peu d'herbe, on va dire un résultat au niveau du pastoralisme qui n'est pas concluant. Et nous, en fait, notre idée, c'est justement de capter ce soleil en tube, de le prendre pour en faire autre chose, et éventuellement de le restituer si nécessaire, mais avant tout de libérer l'espace. Donc là, vous voyez, on fait des rotations. Alors là, c'est vraiment une zone très rare. C'est le Conseil général qui a voulu faire ça pour lancer du bovin en plus. Alors moi, je serais plutôt pour l'ovin sur le plateau du Larzac. Mais bon, le bovin est extrêmement trop financé, donc du coup, il marche. Et puis, vous voyez, donc on peut retourner l'engin et on peut directement aller broyer. Donc, alors, broyage, c'est un peu exagéré, c'est de l'éparage, donc c'est vraiment très léger. Là, la petite fumée que vous voyez sur les cailloux, c'est juste pour pas que quand je peux pas attraper les souches, en fait, je peux les réduire au sol pour pas que les animaux se blessent ou les humains se blessent. Parce qu'un buis qui est taillé en biseau au milieu de cailloux, si vous tombez, vous finissez à l'hôpital. Hein. C'est vraiment très dangereux. Donc là, au niveau du résultat, on a capacité aussi, ce qu'on appelle les anciens faisaient ça, un caillou dans une plaine, c'est de l'herbe en moins. Donc nous, on reconstitue des pierriers, c'est-à-dire que tous les cailloux qui empêchent de faire pousser de l'herbe, on essaye de refaire des pierriers. Et ça, c'est déjà sur une ligne de pierrier, là où je l'ai posé, là, c'est une ligne de pierrier naturelle. Donc en fait, on va récupérer de l'espace. Là-dessous, vous avez de l'herbe qui va pouvoir pousser. Alors ça ne veut pas dire qu'on va le faire pour toutes les petites pierres, mais vraiment tout ce genre de rochers qui empêchent de faire, c'est pour vous faire une démonstration de ce qui est faisable. Voilà, donc là, on va gagner de l'espace, on va gagner en qualité fourragère et en pénétrabilité dans les milieux. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il faut bien garder en tête que tout le système racinaire est présent. On n'arrache rien. Moi, souvent, j'entends « Ah, tu arraches les buis ». Non, non, je coupe au ras du sol. Parce que lorsque vous laissez le système racinaire, vous ne dégradez pas et vous n'avez pas un effet d'érosion, surtout en pente. Et tous ces buis-là vont repousser. Et c'est l'idée qui repousse. Pourquoi ? Parce que c'est une ressource. Et la compréhension pour moi de la méthode Jampin, c'est justement de laisser cette broussaille grandir et de revenir couper. C'est une ressource quasiment infinie. Et un petit peu... Alors là, peut-être que je m'avance, mais au niveau de ce que j'ai compris de la broussaille, c'est un végétal qui n'a pas besoin de sol. Moi, j'ai vu des buis pousser sur de la roche. Donc, ils sont, d'après ce que j'ai compris, que j'ai entendu d'autres, ils sont en symbiose avec certains lichens, avec certaines dégradations de la roche. Et en fait, ils savent créer du sol. C'est ce qu'on a observé, parce qu'il y a des zones qui étaient complètement enrochées et qui en fait ont eu des buis pendant 100, 150 ans, et qui a une toute petite quantité de sol qui s'est créée. Et en fait, ces végétaux pionniers, cette broussaille, est justement là pour créer de la matière là où il n'y a rien. Donc si vous la coupez au ras du sol et qu'elle repousse, elle créera forcément de la matière sur place, et vous, au passage, vous vous servez de cette ressource pour faire autre chose. Donc là, c'est la partie broyage. Donc c'est un autre porteur. Je vais y arriver, tac. Donc là, on est vraiment sur un broyeur Jampin qui est sur Allez, super. Je sais pas, il faut que je laisse la souris sur le truc, sinon après ça s'arrête. Donc on est sur un broyeur Jampin, un Superpin 900, qui est lui-même alimenté par un moteur autonome. Alors l'intérêt d'avoir fait ça, c'est qu'en fait on allume le broyeur que quand c'est nécessaire. Alors, je suis désolé, il y a un contre-jour que je n'avais pas vu, c'est moins important sur l'ordinateur. Là, c'est beaucoup plus visible. Et en fait, donc le chauffeur va pouvoir soit faire du flux tendu, soit broyer des tas qui ont déjà été constitués. Et vous voyez, donc là, on est sur un plus petit sécateur. Hein, c'est un modèle en dessous de celui que vous avez vu,
qui lui est beaucoup plus maniable et beaucoup plus adapté dans des zones avec des très gros buis. Parce qu'en fait, si vous avez un trop gros sécateur dans des zones où il y a des gros buis serrés, vous en couchez certains. Donc là, on a vraiment du matériel spécifique en fonction de l'endroit. Et là, vous avez, on va dire, un cône. Donc on a des rouleaux ameneurs à l'intérieur et qui vont amener dans le broyeur épandeur derrière. On a choisi un broyeur épandeur pour en fait défloculer la matière sur l'épandage. Voilà, j'ai beaucoup parlé encore, c'est bien. Donc en fait la matière, lorsqu'elle est récoltée, vous avez des zones de buis, des zones de chêne, des zones d'érable. L'intérêt de l'épandeur, c'est que lorsqu'on va constituer l'andain, on va pouvoir hydrater la matière et l'homogénifier. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir plusieurs essences qui vont être... Donc ça, c'est un petit peu une innovation Buxor. Hein. On a co-développé ça avec Yves Jampin, mais c'est une idée du côté de Buxor. Et donc là, vous avez le résultat. Alors, ce qui est important à voir, c'est que, vous voyez, ça nous satisfait, mais la plupart des paysans locaux n'aiment pas ça. Lorsque vous débroussaillez, il faut que ce soit propre. Alors ce genre de petits buis que nous on laisse, qui nous paraissent judicieux au niveau de la repousse et tout, on nous demande de les broyer. C'est pour ça qu'on s'est adapté aussi avec un petit broyeur forestier, enfin une petite épareuse, pour faire un effet bling bling propre. Alors il faut comprendre aussi qu'on a des contraintes financières, il faut qu'on nous paye pour le travail qu'on constitue, donc on doit aussi s'adapter. C'est pas dramatique celui-là de le broyer au sol, sachant que tous les autres qui eux étaient en grande quantité ici sont, on va dire, extraits de la zone, et donc il y a pas, au niveau en termes de quantité de matière au sol, c'est quasiment négligeable. Et là, moi j'ai observé donc dans toutes ces parcelles, j'ai augmenté de 80% ma surface fourragère. J'ai 80 hectares d'un seul tenant, enfin 88, là où sont les cochons, et grâce au débroussaillage, sans même parler des larves, je vais vous expliquer, on a déjà augmenté l'autonomie alimentaire grâce au débroussaillage. Et ça, c'est vraiment important. C'est que dans des zones, on va dire, forestières de ce type, vous avez en fait là où il y a des arbres, vous avez possibilité d'avoir de l'herbe quand il n'y en a plus ailleurs. C'est-à-dire qu'en période extrême, qu'il fasse chaud ou froid, là où il y a des arbres, vous avez toujours un petit peu d'herbe. Qu'il neige ou qu'il fasse très chaud. Donc il vous faut garder absolument tous les arbres. Et moi je me bats contre les paysans qui veulent faire des places nettes. C'est une grossière erreur, il me semble. L'arbre en fait on va dire, est capable de remonter la ressource, de remonter les éléments inférieurs et surtout l'eau. Et il permet aussi d'avoir un ombrage et en fait une production, quand c'est des chênes par exemple pour les cochons, qui est exceptionnelle. Donc si on reprend un petit peu le schéma, donc toujours le soleil, la broussaille, on parle de compensation CO2, hein, donc c'est vraiment l'idée, c'est que cette broussaille, lorsqu'elle va repousser, va capter aussi du carbone. Donc ce que je vous expliquais, hein, pâturage, pastoralisme, et la lutte contre les feux de forêt, ça c'est quelque chose qu'on ne parle que l'été, mais le travail il se fait toute l'année. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas avoir des départs de feux de forêt, il ne faut pas les faire en instant T, il faut le prendre en compte. Et en fait, on voit toujours les coûts de débroussaillage comme un coût fixe, alors que c'est une ressource. Et là, l'idée de Buxor et de la méthode Jampin, c'est justement d'inverser ce problème et de dire « Ah, mais finalement, en fait, est-ce que ça ne serait pas une chance d'être embroussaillé ?» Et moi, ce que j'ai envie, lorsque vous sortirez de cet amphi, c'est de vous dire « En fait, on a de la chance d'avoir un pays très embroussaillé. » Donc, cette broussaille, en fait, elle n'est pas, on va dire... Actuellement, elle est traitée comme quelque chose de nuisible, d'empêcheur de tourner en rond, mais elle est plutôt à considérer comme une ressource. Et lorsque j'ai rencontré le directeur des pompiers du Sud, il m'a dit « Tu comprends bien qu'il y a un problème avec ta méthode, c'est qu'un feu de forêt de X hectares va coûter X millions d'euros, mais on te donne ces X millions d'euros, puis ça brûle ailleurs, on n'a plus les X millions d'euros pour éteindre le feu. Donc on va se retrouver dans un problème. » Puis il m'a dit « Il y a un deuxième problème que toi tu ne vois pas, c'est qu'il y a énormément d'argent dans ces camions, dans ces équipements, dans ces avions, tout un business qui est colossal et qui fait que si on les met dans tes machines, on ne peut pas les mettre et dans tes machines et dans ton travail et dans les pompiers.
Donc moi je pense qu'il y a toujours une voie du milieu. On peut arriver quand même, surtout en périurbain ou dans les zones où on sait qu'il y a des habitations, à faire intervenir des sociétés comme nous pour faire un travail de fond qui ne sera de toute façon pas fait sur des... Parce que nous on raisonne en hectares. Hein. Toutes les petites sociétés de débroussaillage et tout raisonnent en mètres carrés. Nous on raisonne en hectares, donc c'est un travail qui est titanesque pour une société de 3 à 4 personnes. Il faut bien comprendre qu'à un moment la récolte, la mécanisation me paraît judicieuse dans ce type de ressources. Donc là, maintenant on va parler un petit peu de ce qu'on appelle on va dire la suite. Hein, qu'est-ce qui va nous apporter ce broyat? Alors lorsqu'on le met en tas, il se passe quelque chose que vous connaissez très bien. On a des mécanismes de fermentation qui, eux, sont, on va dire, donc là, les questions pointues, il faudra les poser à M. Bonvalet, qui sont vraiment sur une aérobie non stricte, qui, elle, est intéressante parce qu'on a observé, anaérobie non stricte, pardon. On va observer en fait une montée thermophile qui, elle, va être sur plus de 10 mois. Enfin, moi, j'ai observé jusqu'à 12 mois sans problème à 60 degrés. Alors ça, c'est intéressant parce que du coup, vous avez possibilité de capter les calories. Et on met des cuves à eau dans les tas, hein, dans les broyats. Donc là, c'était l'ancien système avec des serpentins. Donc ça, c'est une photo de méthode Jampin. Nous, on met des cuves à eau dans le broyat et on est capable de chauffer l'ensemble de la ferme, et notamment l'élevage d'insectes. Donc on a vraiment un système qui, lui, n'est pas, on va dire, n'est pas consommateur d'énergie. Au contraire, il en crée. Donc la ferme, elle, va pouvoir être chauffée et on va pouvoir produire donc ces petites bébêtes blanches là. Il y a des gens qui disent berk et nous, au contraire, on est très content qu'elles soient là. Donc des larves de coléoptères, de cétoine dorée, Cetonia aurata. Et en fait, ça, c'est Gilles Annula, vous pourrez lui poser toutes les questions que vous souhaitez là-dessus, qui est responsable de l'élevage. Et en fait, pour la petite histoire, moi, avec ce petit cursus que je vous avais expliqué sur les forces spéciales, j'ai fait de la survie et je me suis aperçu qu'avec une larve, on était capable de courir très longtemps. Et lorsque j'ai mis en place CETA, j'ai demandé à Gilles, j'ai dit, écoute, voilà, on a du broyat. Moi, je suis sûr qu'il y a un insecte qui bouffe ce broyat et qui va nous permettre de rendre autonome notre élevage de cochons. Et lui, il a dit, oui, je connais, je vois. Il n'a pas hésité 2 minutes et on a eu une belle aventure qui a permis de créer cet élevage. Donc là, si on reprend un petit peu les valeurs nutritionnelles de notre scarabée, coléoptère, alors ça c'est la FAO. J'ai essayé d'avoir le dernier Codex Alimentarius, un peu traîné. Mais bon, au niveau valeurs nutritionnelles, ça ne va pas changer toutes les 5 minutes. Alors ce qui est intéressant à regarder, c'est qu'en fait, quand vous êtes sur les larves de coléoptère, vous avez un équilibre protéines, lipides, glucides qui est assez intéressante. Et après, on regardera nos propres analyses en leur faisant manger du buis pour voir ce que ça donne. Donc là, pareil, je vais peut-être pas m'éterniser, mais on pourra revenir sur ces diapos si vous voulez en reparler avec Gilles. Donc en gros, vous avez quelque chose qui permet en fait d'obtenir un aliment complet pour les monogastriques. Alors j'entends bien cochon, volaille, humain. On a peut-être presque plus de demandes sur les humains pour les larves que pour les cochons. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on part de la broussaille. Et lorsque vous regardez les autres élevages d'insectes, et c'est là où il faudra en parler avec Gilles, c'est que la plupart donnent des résidus de céréales qui sont elles-mêmes, on va dire, dans un système qui dégrade les sols. Donc moi, ça me parle beaucoup plus de donner, quelque part, indirectement, de la broussaille à manger à des monogastriques que des céréales. Donc là, ça c'est nos propres analyses de Buxor sur nos larves. On a sensiblement les mêmes résultats, avec une qualité de protéines vraiment très intéressante, avec beaucoup de lysine, et qui est elle-même très recherchée dans l'élevage des cochons. Parce que la lysine permet vraiment de créer des tissus musculaires importants. Donc voilà, vous avez la boucle qui va bientôt se boucler. Donc les déjections de larves, alors ça c'est rigolo, c'est qu'en fait on n'a pas de perte dans ce système, tout se transforme, tout se récupère. Et les déjections de larves sont elles-mêmes un engrais organique très puissant. Et lorsqu'on va regarder qu'est-ce qu'on fait avec toute cette broyat, eh bien voilà, on crée du sol vivant. Et on stocke durablement du carbone et on a on va dire quelque chose qui est en train de se dessiner et puis qui est intéressant pour Buxor, pour le développement, qui est les sols équestres et les sols sportifs. Alors dans les sols sportifs, j'entends la partie équestre qui pour l'instant est très développée chez Buxor,
Et on commence un petit peu à avoir des touches au niveau des sols sportifs pour les humains. Parce qu'on est capable de créer du sol, et notamment des enherbements qui sont exceptionnels vis-à-vis du foot, du rugby, grâce à ce type de substrat qui est bien plus réactif. Voilà. Et qui préserve bien plus les chocs. Je vous remercie de votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop long. Merci encore.